Et puis, premier galop d'entraînement des Lions au stade Léopold Sédar Senghor hier. Les protégés de Joseph Koto peaufinent leur préparation en vue du match Sénégal-Libéria ce samedi. Rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Parlons d'abord de la visite du président de la République en Arabie Saoudite sur invitation de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État a effectué une visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite, une visite fructueuse et riche en enseignements. La coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite sera renforcée. L'annonce a été faite au cours de la rencontre entre le président Macky Sall et le serviteur des deux saintes mosquées. Le président de la République s'est rendu à la Mecque où il a effectué le petit pèlerinage. Envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Youssouf Sagna, Hadi Touré et Hadi Kanda. Le chef de l'État en visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Jeddah par le prince Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, une marque d'estime et de considération à l'endroit du chef de l'État. D'habitude, les chefs d'État étrangers en visite en Arabie Saoudite sont accueillis par le gouverneur de Jeddah. Sa Majesté Abdallah Ben Aziz Al Saoud a installé le président Macky Sall et la délégation qui l'accompagnait à la résidence des hôtes de marque à Jeddah. Aussitôt après, dans la soirée du dimanche, le chef de l'État s'est rendu à la Mecque pour la Oumra ou le petit pèlerinage. Le chef de l'État va tout à l'heure effectuer la Oumra ou le petit pèlerinage. C'est la toute première étape de sa visite de travail et d'amitié dans cette terre sainte de l'islam, l'Arabie Saoudite. Allahumma anta salam. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Kabira. لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الله أكبر يا كريم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا في جوار الكعبة المشرفة في رحاب البيت العتيق ولا محروما اللهم Le Tawaf et le Safar Marwa, des actes de dévotion en terre sainte de l'islam. 2 mois seulement après l'élection de Macky Sall à la magistrature suprême, le roi d'Arabie Saoudite l'a invité dans son royaume. Ceci témoigne des bonnes relations anciennes et multiformes qu'entretiennent le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Sa Majesté a accordé une audience au chef de l'État. Ils ont échangé sur des questions liées à la Oumma islamique, la paix, la sécurité, la promotion de la solidarité et la coopération islamique, ainsi que le dialogue des religions, sont autant de sujets qui tiennent à cœur tous les deux. Après Jeddah, le chef de l'État et sa délégation se sont rendus à Médine, où se trouve le mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sur place, le président Macky Sall a fait la ziara au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a aussi accompli la prière de Tisbar dans la Sainte Mosquée. Une occasion saisie par le chef de l'État et sa délégation de prier pour le Sénégal, pour la paix dans le continent africain, mais aussi pour la coexistence pacifique des peuples et pour la solidarité. C'était Hadi Kane depuis Médinatoul Mounawara pour la RTS. Voilà, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Hadi Kane, promet de revenir dans nos prochaines éditions sur les autres étapes de la visite de travail et d'amitié du chef de l'État Macky Sall en Arabie Saoudite. Le président de la République, donc, qui a présenté ses condoléances à la famille de feu Abdoul Aziz Ba, magistrat, ancien président du Conseil d'État. Avant son décès, il était à la tête de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion
résolution, le chef de l'État a magnifié l'œuvre de l'homme, un homme avec un sens élevé de la justice. Abdoul Aziz Ba a cultivé l'humilité et la sobriété, des vertus d'un véritable juriste. Cet après-midi, le chef de l'État s'est également rendu aux Almadies pour présenter ses condoléances à un compagnon de longue date, El Hadji Pathé Diakhaté, suite au décès de son fils Saliou Diakhaté. L'amitié sincère entre le président Macky Sall et la famille Diakhaté a été magnifiée à cette occasion. Inscription et retrait des cartes d'électeurs. Le collectif des organisations de la société civile se mobilise et en perspective des législatives, il tire le bilan de sa participation à la présidentielle. Un atelier de 2 jours s'est ouvert à ce propos ce matin à Dakar, à Ramdao. Cette société civile se reconnaît dans le pari réussi d'une présidentielle démocratique. Elle se dit avoir été présente à tous les stades du processus, un rôle d'observateur que le collectif mène depuis plus de 12 ans. D'autres échéances approchent, les préparés dictent une évaluation de l'action menée. Nous allons faire ce que nous avons fait pour l'élection présidentielle. D'abord faire la sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs et observer les élections comme nous l'avons fait à propos de l'élection présidentielle. Nous avons pu mobiliser plus de 5000 observateurs qui ont observé l'élection sur l'ensemble du territoire. Je pense que ce travail a été essentiel dans la transparence de l'élection. Je pense qu'on parle beaucoup de l'observation étrangère, mais pas assez de l'observation nationale. L'observation nationale d'élections, une mission pas encore institutionnalisée au Sénégal. Le collectif des organisations de la société civile de plaider auprès des autorités. Que les organisations de la société civile ne soient plus obligées à chaque scrutin, ne soient plus obligées de demander à faire l'observation nationale. Il est possible, dans un premier temps, de faire cohabiter les observateurs nationaux avec les observateurs étrangers, mais je crois qu'à terme, il faut que nous arrivions à faire en sorte que les élections dans nos pays ne soient plus observées que par les observateurs nationaux. L'État qui encadre l'observation reconnaît bien l'importance de telles organisations. Pour le Premier ministre, elles constituent un facteur déterminant dans la pacification du processus électoral. C'est conscient de ce rôle d'ailleurs que les 11 ONG membres du collectif et leurs partenaires se penchent sur les législatives prochaines. Ils se donnent 2 jours de réflexion pour dégager des stratégies communes d'intervention. Tournée du ministre de l'Agriculture dans la région de Kolda en ce début d'hivernage. L'heure est à la distribution des semences dans le monde rural. Occasion saisie par Benoît Sambou pour visiter tour à tour les villages de Mampatim, Fafakuru et Bignorabi en passant par le bassin de l'Anambé zone G. Les populations lui ont fait part de leurs préoccupations avant qu'il ne leur réaffirme la volonté de l'État de booster le secteur agricole. Dans la capitale du Fouladou, le reportage de Adam Andjona. Descente d'avion à l'aérodrome de Kolda, prise de contact avec les populations locales, les autorités administratives, coutumières et politiques. Et c'est parti pour un périple régional de plus de 200 km. Première étape, Mampatim. Ici, la campagne de distribution des semences d'arachide bat son plein. Des centaines de sacs entassés qui attendent preneurs. Un hangar qui rassure déjà ses agriculteurs. Autre déplacement par ces pistes poussiéreuses du Fouladou, vers le bassin de l'Anambé, domaine de la Soudagri. Ici, à la zone G où les moissonneuses se disputent le terrain, le ministre a découvert toutes les variétés végétales produites sur place. Une embellie qui n'occulte cependant pas certaines difficultés. Aujourd'hui, le bassin de l'Anambé a besoin de matériel lourd. C'est-à-dire, ce n'est pas les petits tracteurs qui font l'affaire. C'est du matériel lourd qui permet aux gens de faire des emblavures en un temps bien limité. Un réquisitoire auquel le ministre a répondu avec clairvoyance. Il faudrait que les moyens que nous mettons dans la subvention ne soient pas seulement en semences, mais qu'ils puissent servir aussi à l'aménagement, qu'ils puissent servir à l'irrigation, à la maîtrise de l'eau, qu'ils puissent servir à la machinisation. De retour de la vallée de l'Anambé, l'autre hangar de Mampatim a accueilli le convoi ministériel. Après les étapes de Mampatim et de la vallée de l'Anambé, zone G, c'est ici à Fafakuru, à 45 km au nord de la ville de Kolda, que s'est arrêté le convoi du ministre de l'Agriculture. Il fait 45 degrés à l'ombre.
C'est donc sous cette forte canicule pré-hivernale que Benoît Sambou a écouté l'exposé des cultivateurs du village de Fafakuru. Au menu des discussions, les semences et les intrants entre autres. Bignarabi, à 7 km de Kolda, dernière étape de la tournée. Ici, les populations ont salué l'arrivée pour la première fois dans ce village d'un ministre de l'Agriculture. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, c'est la première fois qu'un ministre de l'Agriculture vient nous rendre visite. C'est la première fois. Et cela vous fait quoi? Ça nous réconforte. Nous sommes très réconfortés. C'est dans l'ordre normal des choses de venir s'enquérir un peu des difficultés et des préoccupations des populations, voir le niveau de préparation de la campagne agricole, parce que nous rappellerons toujours que c'est une préoccupation majeure du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a tenu dès le premier Conseil des ministres à insister pour que notre département puisse organiser, puisse préparer la campagne agricole dans de bonnes conditions. En attendant que l'hivernage s'installe définitivement dans cette région sud du Sénégal, les populations se satisfont déjà de cette marque de reconnaissance gouvernementale. Tourné dans la région de Kolda, le ministre de l'Agriculture a constaté la situation humanitaire sur le terrain. Avec la faim qui menace le monde rural, Benoît Sambou a affirmé que l'État prendra toutes les dispositions nécessaires. Il est au micro de Adam Ndione. Le chef de l'État, dès son installation, a très vite fait appel à la solidarité internationale pour que nous puissions aller très vite au secours du monde rural. Donc c'est ce que nous avons fait et nous avons commencé par les zones sud. Maintenant, il s'agira dans les 5 prochaines années d'élaborer un plan d'action programme pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. Donc il faudra s'asseoir avec tous les acteurs, entamer une réflexion extrêmement profonde. C'est ce que nous allons faire dans les 8 prochains mois pour que nous puissions, pour atteindre ces objectifs-là, élaborer une démarche claire. Et je crois qu'en s'appuyant sur des mécanismes tels que la maîtrise de l'eau, la mécanisation et la formation, parce que cela est aussi un élément extrêmement important. Il faut encadrer les producteurs, il faut accompagner les paysans sénégalais. Je crois que nous pourrons atteindre des résultats conséquents. Il y a des pays comme le Malawi qui, en 3 ans, ont pu régler leurs problèmes. Je crois que nous, au bout de 5 ans, on pourra atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire et tout au plus des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture. Après le Wallo, l'équipe de supervision des enquêtes de référence des projets MCA s'est rendue à Fanaï, dans le département de Podor. Sur place, 4 équipes d'enquêteurs et de contrôleurs se partagent le travail. Dans cette localité, il est question de voir l'impact du projet de 120 km de route entre Richard Toll et Dioum. Les cibles restent les ménages et les entreprises. Aboubakri Kane. Dans le Fouta, le projet du MCA Sénégal porte sur les infrastructures, notamment routières. La réalisation de la route Richard Toll-Ndioum aura à coup sûr des impacts sur le développement. Ici à Fanaï, l'équipe de supervision est venue voir le processus de l'enquête de référence du PMU à NSD. Et c'est sous l'arbre que les discussions ont permis de passer en revue toutes les questions liées à l'organisation du travail sur le terrain. Et pour une bonne gestion de la localité, Fanaï est délimité en 4 districts de recensement. Chaque terre est composée de 32 ménages, ce qui fait au total quelque chose comme 128 ménages ici à Fanaï. Mais pour faciliter le travail de terrain, l'administration territoriale est mise à contribution. Et les chefs de village sont les premiers interlocuteurs des enquêteurs, ce qui justifie le bon accueil dans les ménages. Les gouverneurs sont informés, les préfets sont informés, les sous-préfets sont informés. Au niveau local, les présidents de communautés rurales doivent être informés et les chefs de village doivent être informés. Et nos enquêteurs doivent nécessairement prendre contact avec les chefs de village avant de pouvoir rentrer dans les ménages et procéder aux enquêtes. Des outils de collecte à la logistique, toutes les questions inhérentes au travail ont été abordées. Dans l'immédiat, des solutions ont été apportées aux besoins les plus pressants. Le consultant du MCA s'en réjouit. Le compact du MCA Sénégal en général est globalement très bien monté et nous suivons ça de très près et c'est dans ce sens-là que nous collectons les données pour évaluer l'impact de ces 2 projets et nous avons foi que ça donne de bons résultats. Les habitants de Fanaï apprécient la démarche du MCA mais attendent avec impatience la réalisation des projets. L'objectif du MCA, lui,
reste de sortir ces populations de la pauvreté. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a procédé à des audits qui ont abouti à la mise en demeure de Pape Cheikh Amadou Amar. En conférence de presse ce matin, le directeur général de l'ARTP a déclaré qu'ils ont également porté plainte contre X pour détournement de deniers publics à des fins personnelles. Fatou Diouf. D'emblée, Thierno Alassane Sall a tenu à apporter des précisions. Il n'y a pas de jugement personnel ni de connotation partisane dans ses propos. Sa démarche s'inscrit dans une dynamique d'éclairer la lanterne du peuple sénégalais sur la gestion des affaires publiques. L'ARTP a porté plainte contre X pour détournement, escroquerie portant sur des deniers publics. Le texte le plus emblématique à cet égard et le décret numéro 2011-1944 du 8 décembre 2011. La finalité exclusive de ce décret, qui modifie le Code des marchés publics à l'effet de mettre hors de son champ d'application l'assistance pour la supervision du trafic international entrant, était de permettre à l'ARTP de contracter directement avec MTL. Pour preuve, ce décret est adopté pendant qu'était en cours une procédure régulière de passation d'un marché par appel d'offres restreint initié par l'ARTP pour s'attacher les services d'un prestataire technique dans le contrôle des 10 appels. Autre affaire qui se trouve aujourd'hui entre les mains des juges, l'affaire Pape Cheikh Amadou Amar. Selon le DG de la RTP, ce dernier doit à l'État du Sénégal 8 milliards 200 millions de francs CFA, le prix d'acquisition de 2 immeubles, Touba Real Estate et Amar Holding. Une acquisition jugée non conforme aux règles régissant les marchés publics. À la base de l'acquisition du premier immeuble, un décret, un de plus, le décret numéro 2011-648 du 23 mai 2011, portant affectation des ressources financières issues de la vente de licences par l'État, qui met à la disposition de l'ARTP les 3,5 milliards provenant de l'extension de la licence de Sonatel à l'exploitation des services 3G. Ce montant a servi à acquérir auprès du promoteur Touba Real Estate le dit immeuble qui n'existait même pas encore de manière virtuelle. J'entends que les plans n'étaient pas encore arrêtés. À titre de précision, le terrain sur lequel devait être bâti l'immeuble fait partie du domaine mis à la disposition du promoteur par l'État à Ouakam Aéroport. Autre précision, à cette date, l'ARTP disposait déjà d'un immeuble acquis auprès de AMSA Assurance au motif de lui servir de siège social. À la suite de ce décret du 23 mai 2011, la Direction générale de l'ARTP verse directement et hors la comptabilité d'un notaire une avance de 2 milliards de francs CFA au promoteur. Ces accusations font suite à des audits internes engagés par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'ARTP veut renouer avec ses missions régaliennes, l'amélioration de la qualité du service des secteurs régulés, afin de faciliter l'accès aux services de base à tous les citoyens. L'éducation religieuse à l'école, une réponse à la crise des valeurs, thème de la 16e semaine nationale de l'école de base. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu à Kaffrine sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Reportage Elhadji Ndiaye. Malgré la forte chaleur, les populations d'Indoukoumane ont tenu à réserver un accueil chaleureux au ministre de l'Éducation. Le soir de Kaffrine, pour abriter la cérémonie officielle de lancement de la 16e semaine nationale de l'école de base n'est pas fortuit. Il est même pertinent et opportun au regard de la situation de l'école à travers ses indicateurs. Le niveau préscolaire affiche un TBPS de 2,8% contre 10% au plan national. Au niveau de l'élémentaire, le TBS tourne autour de 50,8%, alors que le niveau national est à 93,9%. Voilà, monsieur le ministre, quelques indicateurs qui nous montrent un peu la situation de l'école au niveau de notre région. Et les explications qui sont souvent fournies portent sur le fait que l'offre actuelle semble
peu adapté. Pour lutter contre l'analphabétisme, les parents d'élèves comptent sur l'implication de tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Il revient alors aux différents acteurs de la localité, autorités administratives, académiques, leaders politiques, chefs religieux et syndicats d'enseignants et aux parents d'élèves de détecter les zones à résistance et de mettre en place des stratégies efficaces, modernes et fonctionnelles pour éradiquer le mal. Institué pour créer un cadre de réflexion, de mobilisation et d'action autour des grandes problématiques de l'éducation, la Semaine nationale de l'école de base constitue un moment important pour le développement du partenariat en faveur de l'éducation. Je vous invite au cours de cette Semaine nationale de l'école de base à procéder à un diagnostic sans complaisance de l'éducation aux valeurs, en portant particulièrement l'attention sur les orientations, les contenus et les approches. Le but de l'exercice, c'est précisément de renforcer la capacité de notre système éducatif à prendre en charge les exigences du monde moderne sans renier nos valeurs de civilisation qui sont des valeurs fondamentales. Exposition et récompenses étaient au menu de la cérémonie. Plusieurs enseignants et élèves ont reçu des cadeaux et des diplômes. La fête était belle. Kaffrine a étalé toutes les facettes de sa culture. Je donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, M. Mbaye Ndiaye, a tenu le mardi 29 mai 2012 avec les gouverneurs de région en présence de ses principaux collaborateurs, une rencontre consacrée essentiellement au déroulement des activités régulières prévues dans les prochaines semaines. Concernant le calendrier républicain, le ministre de l'Intérieur a instruit les gouverneurs de région de prendre toutes les mesures utiles afin qu'en rapport avec le directeur général des élections et les autres partenaires du processus électoral, les élections législatives donc se dérouleront correctement le 1er juillet 2012 sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux dispositions du Code électoral et à la satisfaction de l'ensemble des acteurs du champ politique. Abordant les activités hivernales, il a engagé les gouverneurs de région à veiller sur l'opérationnalité du dispositif de lutte contre les inondations et à se tenir prêt à toutes fins utiles en cas d'éventualité. Sur ce point, Monsieur le ministre de l'Intérieur a invité le directeur de la protection civile et le général de brigade aérienne, commandant le groupement national des sapeurs-pompiers, à apporter tout appui logistique et matériel nécessaire. En ce qui concerne la campagne agricole, il a rappelé les directives du chef de l'État relatives à l'intérêt qu'il accorde particulièrement à une très bonne organisation de la distribution des vivres de soudure, des aliments de bétail, des intrants et des matériels agricoles. Au cours de cette rencontre, le championnat national populaire, communément appelé Nawetan, a également retenu l'attention pour une bonne gestion des activités liées à ce mouvement. Une rencontre préparatoire dans le domaine sécuritaire sera tenue très prochainement avec tous les acteurs concernés. S'agissant du calendrier des examens scolaires et universitaires, les instructions nécessaires ont été données aux chefs de circonscription administrative pour un bon déroulement dans tous les centres d'examen. Enfin, le ministre de l'Intérieur, tout en encourageant les gouverneurs de région dans l'accomplissement de leur mission régalienne, les a exhortés à relayer à la base les actions et mesures prises par le gouvernement. Sur ce plan, il a informé donc de la décision de Monsieur le Président de la République de céder aux chefs religieux bénéficiaires les véhicules que l'État avait mis à leur disposition en invitant les gouverneurs de région à faire les diligences requises à cet effet. C'est un communiqué du ministère de l'Intérieur. Sur l'international maintenant, la vie en suspens dans le nord-est de l'Italie. 50 répliques dont ont été enregistrées. Plus de 10 000 habitants ont déserté leur logement. Des milliers de personnes apeurées ne veulent plus rentrer chez elles. Accompagnée par les pompiers, coiffée d'un casque, cette femme pénètre dans la zone rouge de Mirandola. Elle rentre chez elle, quelques minutes pour récupérer des affaires, des médicaments, des papiers d'identité. Ce sont les pompiers qui montent à l'étage. Avec les répliques qui se multiplient, ils ne traînent pas. Est-ce qu'on peut fermer le gaz? Le gaz est bien fermé. Tout le centre-ville est sanctuarisé. Les pompiers inspectent les corniches et les bâtiments dangereux. Pour cette église du 15e, c'est trop tard. Elle n'a pas résisté au tremblement de terre. Cette jeune femme, elle, a tout perdu.
J'ai vécu ici 8 ans. Ça me fait du mal de la quitter, cette maison, mais je suis forcée de le faire. Ils sont 15 000 dans la même situation. La sécurité civile italienne organise les camps de tentes et gère les demandes d'aide. C'est toute l'Italie qui se mobilise. Chaque fois, il faut rappeler les consignes de prudence. Le problème est si une autre secousse arrive à l'improviste. Mais une secousse arrive toujours à l'improviste. Elle ne nous prévient pas. Et quand elle arrive, c'est déjà trop tard. Pour éviter le suraccident, les immeubles les plus touchés sont détruits. Les pelleteuses entrent en action. Les habitants surveillent et sauvent encore malgré tout ce qui peut l'être. Sur la zone de l'épicentre, l'urgence, c'est la mise en sécurité des biens et des personnes, surtout après le sauve-qui-peut d'hier. Reconstruire, personne n'y pense déjà et la tâche s'annonce colossale. Voici maintenant un témoignage, ils sont rares, sur la répression dans les prisons de Bachar al-Assad. L'homme que vous allez entendre est de nationalité belge. Il a été incarcéré dans ces prisons. Ce dernier a pu voir et entendre. Suivons ses propos. Cet homme rentre de 6 jours de captivité dans les geôles syriennes. Les moments les plus durs, il les a passés à Homs, dans une prison des services secrets du régime. Une nuit d'enfer pendant laquelle il voit et il entend des dizaines d'opposants que l'on torture à quelques mètres de lui. C'est un travail à la chaîne, c'est vraiment, les gens se succèdent. Quand c'est les coups, les cris sont vraiment très stridents, et puis quand on fait des coupures ou l'électricité, à ce moment-là les cris sont lents et on utilise ils utilisent des câbles électriques, ça fume, ça sent la chair qui brûle, on voit vraiment c'est comme des boutons de culotte, de la grosseur d'un bouton de culotte, de brûler dans les chairs, ces gens hurlent. Et on est là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous entendez dans le couloir qui se trouve juste à côté de vous? Il y a un homme qui a été amené, je crois, 3-4 fois, je l'ai reconnu, c'était la même personne. Au bout d'un certain temps, on le ramenait, je suppose qu'on le laissait souffler un petit peu, puis on le ramenait. Et lui, c'était terrible parce qu'il disait toujours... en arabe, Khalas Sidi, ça veut dire assez monsieur, et ça tout le temps, et ça c'est resté vraiment, je l'ai encore dans l'oreille. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que vous n'allez pas sortir vivant? Je me suis dit, s'il me laisse voir tout ça, le scénario est très clair, on va jamais me laisser sortir d'ici. Pour moi, les choses étaient claires. Je suis catholique, j'ai fait mes prières. C'est quoi, c'est l'enfer? Ça, je pense que si l'enfer doit ressembler à quelque chose, ça peut être ça, oui. Au petit matin, ces geôliers le sortent de sa cellule et le font passer au milieu du couloir. Il y avait un homme qui gémissait encore et 2 ou 3 autres corps qui, à mon avis, étaient sans vie. Jusqu'à son séjour en prison, cet universitaire disait que le régime de Bachar el-Assad était en train de changer. Dorénavant, il a honte de s'être trompé à ce point et il milite pour une intervention militaire en Syrie. Ça lui dispose maintenant de son showroom Samsung. La boutique de référence dans la vente de matériel électroménager a été inaugurée par le maire de la ville, CCBM, qui, étend ses tentacules, rapproche ainsi les populations de l'intérieur de ses produits électroniques. Amadou Aramtiam. Une large gamme de matériel haute définition, un personnel entièrement dévoué à la clientèle. Les habitants de Saint-Louis n'ont plus besoin d'aller à Dakar pour acquérir des équipements électroménagers. À travers l'inauguration de ce showroom, CCBM pose le premier acte d'un partenariat avec la ville tricentenaire et son arrière-plan. Le centre, le Saloum, est notre base historique. Dakar, notre pôle stratégique qui nous permet de faire cap au nord, où nous sommes fortement implantés avec ce showroom que nous pouvons trouver tous les produits de Samsung, même prix qu'à Dakar, ou bien même moins cher. Mais aussi, surtout, notre projet agricole à Roncre, que nous avons l'ambition de vraiment investir des milliers d'hectares et des milliards pour vraiment participer ou bien combler le déficit de notre consommation nationale. Leader mondial dans l'électronique et la téléphonie mobile, Samsung travaille à faire bénéficier aux Sénégalais de ses produits Built for Africa, c'est-à-dire conçus pour l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis. Dans quelques semaines, nous serons à Kaolack.
et quelques mois plus tard, nous pensons que nous serons aussi à Ziguinchor. Le développement local ne peut être soutenu exclusivement par l'État. Il a besoin du concours de l'investissement privé. Venu présider cette cérémonie, le ministre Cheikh Bamba Dièye assure le secteur privé de l'appui du gouvernement. Vous avez justement raison de dire que vous êtes un homme d'affaires, un producteur, un créateur de richesses. Vous êtes dans l'obligation, chaque fois qu'il y aura alternance démocratique, d'avoir l'État comme interlocuteur. La question est de savoir si nous ne vous soutenons pas, qui devront nous soutenir? Dans sa trajectoire de modernisation, Saint-Louis est aujourd'hui un vaste champ d'activité qui ouvre ses portes aux investisseurs. Le maire qui a magnifié ce somptueux cadeau du PDG de CCBM l'a remis à la disposition de la mairie au bénéfice de toutes les populations. Régénérer 5 hectares de mangroves à Sadiokunda, à l'est de Sokone, c'est l'objectif du PAPIL, une manière pour le projet de lutter contre les changements climatiques malgré la modicité de ses moyens. Les recommandations du bailleur, la Banque africaine de développement, ont été entièrement réalisées pour ce qui concerne l'ouvrage de franchissement de Medina Dikoyen. René Massigadiouf. Avec l'avancée de la saison, les deux rives de l'ouvrage de franchissement de Medina Njikoy sont moins remplies que d'habitude. Les travaux complémentaires ont été entièrement réalisés conformément aux recommandations de la dernière visite des bailleurs, à savoir la Banque africaine de développement. Des deux côtés, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, contrairement à une certaine époque où elles étaient coupées du reste du pays pendant l'hivernage. Nous-mêmes, il y a 150 producteurs dans chaque village. Ceci fait, sont regroupés en une organisation fêtière qui regroupe actuellement 1500 et quelques producteurs. L'importance est là de les organiser et ils vont s'y mettre. Avec les réalisations, je pense que tout va se faire. La réalisation de cet ouvrage est accompagnée par celle de cette piste Sirmang Medina Njikoy sur 15 km. Dans une zone pas éloignée, la culture de contre-saison bat son plein. Njelmo en fait l'expérience depuis quelques années grâce à des aménagements facilités par le projet d'appui à la petite irrigation locale. Des exploitations qui prennent en compte la donne changement climatique. L'exploitation que les gens sont en train de faire au niveau de ces vallées contribue beaucoup aussi à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Tout ce qui est végétation est source de séquestration de carbone. Donc, s'ils continuent à exploiter les ressources naturelles de manière irrationnelle parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, donc vous imaginez ce que ça peut faire comme nuisance à notre atmosphère. Donc, pour aussi les empêcher à cela, il va falloir trouver des solutions alternatives. Une expérience de régénération de la mangrove est également en cours à Sadiokunda, à l'est de Sokone, initiée par le PAPIL. Elle rentre dans le cadre d'un projet de conservation de la biodiversité de l'écosystème mangrove. En 2013, l'objectif est d'arriver à en régénérer 5 hectares. L'hivernage arrive avec la saison pluvieuse, les risques de paludisme augmentent. Pour prévenir cette maladie, rien ne vaut les moustiquaires. La BICIS a remis un important lot de matériel de protection aux autorités du ministère de la Santé. Un exemple de partenariat public-privé qui s'inscrit dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Oumar Diaw. Cérémonie sobre au cabinet du ministre de la Santé, sobre mais pleine de sens. En cette veille d'hivernage, le paludisme préoccupe les autorités et le personnel sanitaire. En effet, la saison pluvieuse correspond au pic annuel de la maladie qui a retenu l'attention du donateur. Nous avons choisi la lutte contre le paludisme, mais d'autres sujets auraient pu être choisis. Je pense au sida notamment. Nous avons convenu rapidement de voir dans quelle possibilité notre collaboration pouvait s'entretenir dans la durée. Cette action s'inscrit non pas dans une quelconque philanthropie tape à l'œil, mais dans une responsabilité sociale de l'entreprise bien comprise. C'est aussi un bel exemple de partenariat public et privé fondé sur l'éthique. Un geste citoyen qui pourra aider le programme de lutte contre le paludisme et pourra atteindre des populations qui en ont besoin, et surtout les enfants de moins de 5 ans. Et nous espérons pouvoir avoir une collaboration fructueuse et qui durera. Chaque acte crée un lien qu'il faut s'efforcer de rendre pérenne, surtout s'il repose sur la solidarité dans un monde de plus en plus marqué par la recherche de profit, les replis et les égoïsmes. La banque n'est certes pas une institution caritative, mais rien ne l'empêche de mener des actions socialement responsables et profitables au moyen nanti.
Le mouvement des commerçants et importateurs de denrées de première nécessité relance ses activités. Son président estime que le secteur du commerce nécessite une réorganisation pour mieux défendre les intérêts des commerçants et des consommateurs sénégalais. Moustapha Tall s'est prononcé sur la situation économique du Sénégal. C'était au cours d'un point de presse compte rendu Pape Kolingom. Le commerce est une activité noble. Et cependant, il souffre d'un manque d'organisation qui peut être dangereux pour l'économie nationale. Ce conseil de Moustapha Tall, l'opérateur économique et importateur de riz, se démarque des organisations déjà existantes pour ressusciter le mouvement des commerçants et importateurs de denrées de première nécessité. Ces jours-ci, on a constaté quand même beaucoup de dérapages de la part de l'UNACOIS et qui fait que donc on ne peut plus rester sans réagir. C'est pour ça qu'on est sorti pour organiser ce point de presse et clarifier et mettre les points un peu sur les i, remettre un peu d'ordre. C'est pour ça qu'on a convoqué ce point de presse. Et ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'UNACOIS, il y a un groupe d'opportunistes, comme je le dis, parce qu'ils sont là depuis plus de 5 ans. Depuis plus de 5 ans, ils sont là et cette équipe était mise en place pour un temps transitoire. En mettant en place le mouvement des commerçants et importateurs de denrées de première nécessité, Moustapha Tall veut démocratiser le secteur du commerce. On est venu maintenant pour mettre sur pied notre mouvement et montrer au gouvernement qu'on est venu non pour combattre le gouvernement, non pour faire la politique. On est venu simplement pour coopérer dans le but d'aller dans la direction du développement, pour pousser, aider le gouvernement à développer ce pays-là. Dans une perspective de relancer le secteur du commerce, Moustapha Tall prévoit de mettre en place des boutiques et kiosques témoins partout dans le pays. Moustapha Tall a également demandé au gouvernement de tenir les états généraux ou les assises de l'économie. Je donne à présent lecture de ce communiqué du parquet du procureur de la République dans le cadre de l'exécution de la politique pénale définie par le gouvernement visant une meilleure répression des infractions portant sur les deniers publics. Les diligences suivantes ont été ordonnées par le parquet de Dakar s'agissant du traitement des audits 2008 suspendus suite aux instructions reçues le 11 janvier 2011. Les affaires dont il s'agit ont été réactivées et confiées respectivement au juge d'instruction, à la section des recherches de la gendarmerie et à la division des investigations criminelles en fonction de leur état d'évolution. Procédure en cours d'information judiciaire. Il s'agit des rapports d'audit relatifs à la société Dakar Demdik, au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et à l'agence de développement municipal qui ont fait l'objet de réquisitoires introductifs confiés respectivement aux juges des premiers et deuxièmes cabinets par acte en date du 17 mai 2012. Dossier en cours d'enquête, il s'agit des procédures qui ont été transmises à la division des investigations criminelles et à la section des recherches suivant lettre de saisie en date du 7 mai 2012 sont concernés les rapports d'audit relatifs au ministère de la Famille, de la Solidarité nationale et de la microfinance, aux agences de l'aviation civile du Sénégal, du plan REVA, de la météorologie du Sénégal, de régulation des marchés, des travaux routiers devenus des travaux routiers à terre, devenus AGEROUTE, au Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal, CICES, à la Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, à l'École supérieure polytechnique, à la Société nationale du port autonome de Dakar et au Conseil sénégalais des chargeurs dans le respect strict de la légalité et des droits de la défense. Tous les moyens utiles sont actuellement mobilisés pour la manifestation de la vérité. Fait à Dakar le 30 mai 2012, le procureur de la République Ousmane Diagne. Parlons maintenant de la célébration des 70 ans de la radio et 40 ans de la télévision. Nous dressons chaque jour le portrait de figures emblématiques de la radio-télévision nationale. Vedette du petit écran dans les années 80, Sokhna Dieng Mbacké reste une référence pour des générations de journalistes. Présentatrice hors pair du journal télévisé, cette dame de cœur n'en est pas moins une professionnelle. Voici son portrait avec Ousmane Garifay. Vous rendez hommage à ceux que vous appelez affectueusement les pionniers, les anciens, les aînés. C'est une marque de gratitude à laquelle nous sommes tous sensibles.
Cette sensibilité, elle l'aura déclinée tout au long de l'entretien. Mais en toile de fond, à la veille de cette célébration, il y a bien cette pensée pieuse pour les agents aujourd'hui disparus. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là à ce moment précis de la vie de notre belle vieille maison. Pour la RTS, dont elle a manifestement marqué l'histoire, Sorna Diembake a gardé à travers les décennies une conviction presque inébranlable. Quand un journal écrit rien tous les soirs, j'ai dit à mon frère Babacar Diagne que ne vous offusquez pas. Moi, je dirais reine tous les soirs. Parce que je crois que les gens se branchent naturellement sur la télévision nationale pour avoir une information juste et vraie. Dame de cœur, journaliste pointue, première présentatrice du journal télévisé, l'icône du petit écran des années 80, fut l'une des toutes premières femmes aussi à avoir accédé aux responsabilités dans une RTS à l'époque, presque réfractaire à la gente féminine. À ses fonctions, aussi bien celle de rédacteur en chef du journal télévisé en 84 que de directeur de la télévision en 86, dans des conditions assez particulières, étant donné que le personnel était presque essentiellement masculin. Et à l'heure où on parle de parité, 30 ans auparavant, ce n'était pas évident pour une femme de se faire une place au soleil, notamment dans un médium comme la télévision nationale. Je me suis bagarrée. Je me suis imposée parce qu'il fallait le faire. Redresseuse de tort, elle aura contribué à briser les tabous au sein de l'entreprise pour gommer les stigmatisations. J'ai rétabli, c'est vrai, quelques injustices comme le camp Boireau, c'est-à-dire un studio où il y avait des caméramans, des preneurs de son qui ne voyageaient pas, qui étaient tout le temps dans le studio, qui ne sortaient pas faire des reportages. On l'appelait le camp Boireau en référence à celui de la Guinée, bien que comparaison n'est pas raison. Mais enfin, quand j'ai accédé à ces fonctions, je me suis arrangée pour que cette injustice-là soit levée et qu'il y ait une permutation qui puisse rétablir l'équilibre et que ceux qui sont dans le studio puissent aller à l'extérieur et ceux qui étaient tout le temps à l'extérieur puissent de temps en temps rester dans le studio. Et je crois que ça a été retenu et beaucoup de mes confrères qui étaient là à l'époque avaient apprécié ce geste-là parmi d'autres. Hein. Mais c'était une lutte épique. Une lutte épique que l'histoire de la radio-télévision a fini de retenir. 22 ans que le Chevalier a décroché des plateaux, mais il n'en garde pas moins un souvenir d'instant magnifique, d'un cadre de travail où pourtant rien n'était offert sur un plateau d'argent. Que les pionniers ont pu faire à l'époque dans des conditions très difficiles, mais avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Et je crois que c'est cela qui a frappé les esprits. Et je suis sûre que je ne suis pas seule dans ce cas et que aussi bien ce qu'on voyait tous les soirs, parce qu'il y a les personnages de l'ombre, les caméramans, les réalisateurs, les monteurs qui font un travail extraordinaire. Mais ceux qui ont la chance d'être sous les feux de la rampe n'ont pas été oubliés. Et je crois que ceux qui survivent encore le savent et sont fiers chaque fois que quelqu'un les reconnaît ou leur adresse un message de gratitude. À la faveur de cette célébration, l'icône du petit écran revient sur le plateau du 20h ce vendredi. Un retour aux sources qu'elle qualifie de grand saut dans le passé. C'est vous qui voulez me faire revenir aux sources, oui. Me faire un pèlerinage au sein de la RTS. C'est un grand saut dans le passé. Et beaucoup de souvenirs affluent dans mon esprit, beaucoup d'images défilent sous mes yeux. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et j'espère être à la hauteur et ne pas avoir le trac. Qui sait, au bout de plusieurs dizaines d'années, est-ce que je serai encore maîtresse du plateau comme je le faisais sans trac devant les caméras? J'espère que oui. Loin des micros et des caméras, Sorna Diembake continue à mener son combat pour la vie. Vice-présidente du Sénat, elle s'apprête avec sa formation politique, le PVD, à affronter le suffrage populaire à l'occasion des prochaines législatives.
Il a également marqué la télévision à travers une émission qui a révélé plusieurs talents. On peut citer Youssou N'Dour ou encore les Touré Kunda. L'homme est une véritable icône du petit écran. Aujourd'hui que la radio fête ses 70 ans et la télé ses 40 ans, l'ami des artistes musiciens du Sénégal marche avec des béquilles, mais se rappelle de son passage à la télé. Voici Maguette Wade avec Ibrahima Diédhiou. 70, je crois que 70, c'est la radio. Oui. De la radio jusqu'à nos jours, 70, 40. Les 40 ans, c'est la télévision. Donc 72. Je souhaite plein succès à la RTS et ses dirigeants. Et au passage aussi, remercier Babacar Diagne, qui est quand même un professionnel de la communication. Ces jeunes-là, je leur souhaite plein succès dans toute leur entreprise. Et leur souhaiter aussi longue vie. Que la RTS puisse disposer d'autres studios, que la RTS soit encore suréquipée, parce que c'est une chaîne leader. Voilà, il est connu pour avoir coupé la fameuse déclaration de Senghor lors des événements de 1972. Il s'agit de Sambaba, qui est l'invité de René Massiga Diouf dans l'émission Tête à Tête. Ce sera tout juste après cette édition. À côté des caméramans, il y avait également des preneurs de son. L'image et le son vont de pair à la télévision. Et parmi les pionniers de la prise de son à la RTS, Charles Diouf, son portrait avec Moussa Mané. Ce retour dans les locaux de la RTS est une sorte de pèlerinage pour cet ancien agent de l'ORTS devenu RTS. Matar Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est entré dans la boîte en 1965. Là, c'était mon bureau où je gérais l'exploitation mobile et fixe. J'étais un des premiers techniciens avec Feu Djibril Wade. Après, il y a une suivi. Il y a beaucoup de gars qui sont venus bien après. Technicien chevronné, selon ses anciens collègues, El Hadj Matar Gueye a poursuivi ses études en France pour mieux s'adonner à sa passion pour la technique. On a eu une formation en France et puis j'ai fait 18 mois à Bruxelles, à la RTB. Bon, après, on a fait plusieurs stages dans d'autres pays, comme en Angleterre, un peu partout, quoi. Des difficultés dans le travail. Voilà, vous venez de voir donc Matar Gueye qui était technicien ici à la RTS. Goutia Kouaté, agent de la RTS également à la retraite, fait partie des premiers caméramans de la télévision nationale pour la célébration des 70 ans de la radio et des 40 ans de la télévision. Nous sommes allés à la rencontre de ce pionnier. Portrait avec Abdoulaye Sinkaré. Tout le monde a rigolé. Goutia en train de filmer devant l'Assemblée nationale. Un pigeon vient se poser sur sa caméra. Puis hasard, où était son message? En tout cas, il en rit toujours. Ouais. Non, jamais. À 70 ans presque sonnés, Pape Goutia Kouyaté se souvient de ses débuts à la RTS comme si c'était hier. J'étais au CIEM, c'était le projet pilote de l'UNESCO. J'ai démarré par la photo en 64 et en 66. On a ouvert la télévision éducative. Bon, je n'ai trouvé que Pape Thiam, Pape Sao, qui m'ont initié en quelques jours. Comme ça, je maintenais la caméra. Pendant ces longues années de service, l'homme ne s'est jamais manqué. Toujours fidèle au poste, prêt à servir. C'était à une époque où le matériel n'avait rien de la technologie d'aujourd'hui. Il fallait de la patience pour travailler. Avec les caméras film. Ah oui? Pas la vidéo. Mais quand nous sommes partis au Canada, c'était avec des caméras vidéo, on travaillait. On a fait un stage avec des caméras vidéo. Mais ici, il y avait des caméras film. Alors il fallait enregistrer, faire une conférence, aller développer le film pour passer encore le lendemain le journal. C'était dur. Hein? Ça ne se faisait pas du tic-tac comme maintenant. Entre studio, reportage et production, Goutia a tout fait. Et quand on lui demande son secret, les mots viennent d'eux-mêmes. J'étais encore un footballeur.
Un comme Oumar Dia, quand il allait au stade, il y avait des caméras, il n'y avait pas un cadre de reportage. Il n'y avait qu'une seule caméra qui faisait des reportages de matchs de football. Ah oui, et Oumar préférait me prendre parce que je ne loupais aucune occasion, surtout les buts. Pour la jeune génération, ces conseils sont tout pratiques. Qu'ils tiennent bien leur caméra, surtout à l'épaule, parce qu'il ne faut pas respirer, te faire bouger la caméra. Hein? Et travailler sur pied. Ces clichés trahis par le temps narrent plusieurs années d'audiovisuel. La passion s'est peut-être estompée, mais Goutia contemple le présent avec sagesse. Pour parler justement de la radio-télévision sénégalaise, nous recevons sur ce plateau M. Ousseynou Dia. Il est le chef de département formation et GPEC à la radio-télévision sénégalaise. Bonsoir M. Dia. Bonsoir Maïmouna. Voilà, nous l'avons suivi ensemble. La RTS fête ses 40 ans de télévision et ses 70 ans de radio et s'apprête à entrer dans l'ère du tout numérique d'ici 2015. D'ici là, beaucoup de chemin a été parcouru, n'est-ce pas? Merci Maïmouna. D'abord, je rends grâce à Dieu d'avoir justement l'occasion de fêter les 40 ans de la télévision et les 70 ans de la radio, en espérant qu'on fêtera bientôt les centenaires. Et comme vous l'avez dit, effectivement, 40 ans, c'est l'âge adulte. Et 70 ans, c'est encore plus pour la radio. Donc voilà autant de choses qui ont été faites aujourd'hui en termes de service public de l'audiovisuel. La RTS a parcouru justement un parcours exceptionnel depuis 1939 jusqu'à nos jours en termes de radio et de télévision. Et aujourd'hui, l'amicale des jeunes de la RTS, la GRTS, a eu justement l'initiative de dire, mais tiens, 40 ans, c'est le moment justement non seulement de revisiter le passé, mais de faire le point et de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et donc, c'est ce qui nous amène justement à penser à fêter les 40 ans de la télévision et les 70 ans de la radio. Et nous en profitons justement pour lancer un appel à tous les anciens de la RTS, femmes, hommes, techniciens, administratifs, tous sont invités justement pour participer à ces festivités qui seront marquées davantage pendant 3 jours. D'abord, il y a des journées de portes ouvertes. Et nous lançons un appel aux jeunes justement pour venir s'inspirer de l'expérience en matière audiovisuelle. Et vous avez Sahma Dieng Baké qui aura l'occasion justement de revenir encore sur ce plateau pour présenter le journal télévisé de 20h le vendredi. Donc aujourd'hui, quand on fait le point, donc en 1972, nous avons eu pour la première fois la télévision noir et blanc. Ensuite, en 1981, ça a été la couleur. Donc vous voyez, donc ces jalons, chaque jalon a été justement marqué par des générations. Aujourd'hui, nous passons d'une génération de l'analogique à la génération du numérique. Donc nous allons assister à un passage de témoins. Mais ça ne va pas se faire justement sans problème. C'est pour cela justement que l'amicale a pris justement a pris sa décision justement de dire, mais tiens, il faut qu'on prenne en charge cette question du numérique. Et c'est ce qui fait l'un des aspects phares justement de ces festivités en matière concernant l'anniversaire des 40 ans de la télévision. Voilà, après l'anniversaire, parlons maintenant de l'avenir. Quels sont les enjeux du passage au tout numérique pour la radio-télévision sénégalaise? Bon, les enjeux sont énormes. Il faudra rappeler d'abord en 2006, l'Union internationale des télécommunications, dans le cadre de sa conférence internationale, a pris justement la décision en rapport avec tous les pays africains de fixer la date de 2015 comme étant la date butoir pour pouvoir passer au tout numérique. Et la RTS, comme on le connaît, en tant que miroir de la société sénégalaise à travers le monde, parce que nous sommes présents sur le satellite depuis très longtemps, et la radio qui est la voix même du peuple et qui est portée jusque dans les contrées les plus éloignées, n'entend pas être en reste. Et comme vous le savez, le Sénégal a été pionnier, autant en termes de démocratie que dans beaucoup de domaines, et raison pour laquelle la radio et la télévision, à travers son pluralisme de l'information, sa diversité linguistique et culturelle, constituent un pan important en termes de démocratie. Et c'est pour cela, prenant en charge toutes ces questions-là. Et vous savez, ces 40 ans-là aussi, ça tombe parce que ça coïncide avec 2012. 2012, quand même, qu'on le veuille ou non, ça coïncide avec une alternance politique. Aujourd'hui, tout est favorable, justement, pour pouvoir enclencher une nouvelle dynamique pour pouvoir pousser la RTS de loin. Donc, comme vous l'avez demandé, les enjeux sont énormes. Il y a d'abord les enjeux sociétaux et démocratiques, parce que la radio et la télévision participent quand même à la construction de la démocratie dans ce pays. Et nous saluons l'effort, justement, qui a fait que des radios privées et des télévisions privées sont nées avec, justement, l'aide de la RTS, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est tout à fait normal, on a accumulé de l'expérience. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont déployées sur d'autres chaînes. Et ensemble, je pense qu'il nous faut un service public fort, un service public de l'audiovisuel fort,
fonctionnant bien sûr avec les ressources publiques, à côté d'un service, d'un secteur privé dynamique qui devra normalement tirer l'essentiel de ses ressources du financement, du moins de la publicité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Voilà, mais il faut dire, M. Dieng, que le numérique, ce n'est pas seulement Dakar. Quel est l'état d'avancement des travaux au plan national? Voilà, au plan national, depuis août 2010, le gouvernement du Sénégal a pris un arrêté justement pour mettre en place une commission nationale pour réfléchir sur le passage au numérique. Les enjeux, donc, je disais tout à l'heure, sont les enjeux sociaux, les enjeux culturels, les enjeux économiques, mais surtout juridiques. Donc, nous avons pensé travailler sur un contenu, parce qu'aujourd'hui, quand on dit passer au numérique, ça veut dire multiplier au moins de 8 à 12 les possibilités actuelles. Donc, vous imaginez aujourd'hui, ça va être une floraison de chaînes. Ça veut dire qu'on aura la possibilité de faire des chaînes thématiques et de couvrir l'ensemble du territoire, justement, et d'être présent sur le satellite. Donc, c'est une occasion formidable pour l'ensemble du secteur de l'audiovisuel pour se développer, non seulement pour se développer, mais pour libérer un certain nombre de fréquences et céder ces fréquences-là, notamment au service public, ce qu'on appelle le dividende. Et ce dividende constitue un enjeu économique de taille parce que c'est source de croissance économique pour ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, les jeunes, en prenant l'axe concernant justement ce passage au numérique pour en faire un cheval de bataille par rapport à la décennie qui va venir, je pense qu'aujourd'hui, ils reçoivent un témoin et ils ont en charge une question capitale parce que 2015, c'est pour la télévision, mais n'oubliez pas que 2020, c'est pour la radio. Voilà, nous avons parlé du numérique, on va parler du financement, un problème accru à la RTS. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour mettre la RTS à l'abri? Bon, aujourd'hui, le Sénégal est un pays démocratique et les médias jouent un rôle extrêmement important. Nous avons un environnement politique extrêmement favorable aujourd'hui avec l'arrivée de l'alternance politique. Et quand vous regardez même le programme Yoonu Yokkute développé par Macky Sall, de son excellence Macky Sall, président de la République, justement, il y a une possibilité de trouver un ancrage pour permettre justement à ces chaînes de se développer, de pouvoir plus de liberté d'expression. Je pense que l'occasion est très favorable. Maintenant, en ce qui concerne le financement, nous l'avons dit depuis très longtemps. Aujourd'hui même, avec le directeur général Babacar Diagne, nous nous sommes battus depuis très longtemps pour pouvoir trouver... La RTS fonctionne sous perfusion depuis un certain nombre d'années. Bien entendu, si on passe au numérique, ça veut dire plus de financement. Aujourd'hui, la RTS se bat tant bien que mal sur le marché publicitaire avec l'ensemble des acteurs privés. Et vous voyez, les conséquences, c'est souvent des problèmes sur les contrats, etc. Donc, au niveau de la lutte, donc, il y a toujours des problèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à l'image, justement, des pays développés et même des pays qui nous entourent, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres, tous les pays développés, tous les pays en voie de développement, justement, ont un système de financement du service public de l'audiovisuel qui fonctionne essentiellement sur la redevance. Aujourd'hui, des solutions ont été trouvées, des rapports ont été élaborés. Donc je pense qu'il s'agit justement de reprendre justement ces documents-là et de les mettre en œuvre pour pouvoir permettre au service public de l'audiovisuel de financer. Parce qu'on n'oublie pas que ce service public-là, ça fait plus de diversité culturelle. Pour vous donner juste un exemple, quand on prend le programme actuel de l'actuel gouvernement, quand on dit on va développer, ils vont développer 6 pôles économiques. Mais ça veut dire pour nous les traduire en actes. Et on avait un projet justement pour mettre 6 pôles de télévision. Donc voilà, juste des exemples. Aujourd'hui, la télévision doit être présente partout à travers le pays, et à l'étranger, et sur le net, et même sur le portable, sur le mobile. Donc ça demande des financements. Et nous espérons que bientôt, que la RTS va bénéficier d'un financement du service public à travers la redevance, ce qui mettra justement le public plus comme partie prenante en termes de partenaires. Voilà, je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Ousseynou Dieng. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons un peu parlé de la fête qui aura lieu à partir de demain à la radio-télévision sénégalaise. Donc, je vous laisse le dernier mot pour lancer un appel. Bon, sauf à remercier, à encourager justement l'amicale des jeunes et à remercier le directeur général qui a justement impulsé justement cette dynamique pour pouvoir mettre en place ces journées et de dire que nous donnons rendez-vous à tout le monde, aux anciens, aux jeunes, et c'est l'occasion justement de venir visiter la RTS, de venir se rendre compte de comment justement la RTS se déploie à travers le pays pour satisfaire justement son public de tous les jours. Et nous restons collés au public. Et vraiment, je vous remercie, Maïmouna, en espérant qu'on aura l'occasion de fêter le centenaire ensemble justement sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, Ousseynou.
Voilà la suite de l'actualité. On termine avec le sport. Première séance d'entraînement des Lions au stade Léopold Sédar Senghor à 72 heures du match Sénégal-Libéria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2014 au Brésil. Les protégés de Joseph Koto peaufinent leur préparation. Des phases de repli défensif et de schémas tactiques ont été au cœur de cet exercice. Henrik Bokoko. Des retrouvailles entre les Lions et le public pour cette séance d'entraînement. Un exercice ponctué par des phases d'accélération, de techniques de marquage et des séances de jonglage pour les attaquants et les milieux de terrain. Un travail qui vise à parfaire les passes, la précision et la rapidité dans le jeu. Je pense que l'ensemble du groupe avait besoin de ce genre de séance pour transpirer un peu après 2 jours de repos. Après, il faut prendre des joueurs en cas par cas. Certains joueurs ont une grosse saison, à l'instar de Souleymane. Et d'autres ont moins joué, d'autres ont fini la saison un peu plus tard. Mais je pense que tous les joueurs avaient à cœur de faire une grosse séance pour bien transpirer, pour avoir du rythme pour samedi. Aux côtés des joueurs olympiques qui constituent l'ossature de cette équipe nationale, figurent 10 anciens qui étaient de l'aventure équato-guinéenne, dont l'expérience servira à galvaniser le groupe. On les a déjà joués, et donc ça va être un match difficile. Donc c'est à nous d'être prêts pour répondre présent. Après un succès obtenu en terre marocaine, la sérénité et la confiance restent de mise. Tout entraîneur qui vient dans cette équipe avec le groupe qu'on a, je crois que c'est qu'il est ambitieux, il a envie de faire, il a envie de gagner quelque chose, c'est pour cela qu'il est là. Et nous, on le souhaite le bienvenu et on sait qu'il a envie de bien faire. 2 autres séances d'entraînement visant à peaufiner la préparation sont prévues. Pour le staff technique, la consigne est claire, obtenir un résultat satisfaisant face au Libéria afin d'entrer de plein pied dans la campagne qualificative pour le Mondial 2014. Le Premier ministre a rendu visite ce matin à l'équipe nationale de football du Sénégal. Abdoul Mbaye a délivré un message d'encouragement aux Lions qui entament ce samedi les éliminatoires du Mondial 2014. Le chef du gouvernement a aussi félicité les Olympiques qui se sont qualifiés au tournoi de foot des Jeux Olympiques de Londres. Le Premier ministre que je vous propose d'écouter au micro de Aram Dao. Vous savez, les échecs ne sont jamais inutiles. Certains d'entre vous étaient déjà dans le groupe qui nous a représentés lors de la dernière CAN. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que de chaque échec, il faut tirer des leçons. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous n'étiez pas un groupe attendu à cette CAN pour rien. Vous aviez probablement, sur le papier en tout cas, l'une des meilleures équipes, à n'en point douter. Cette équipe, elle est encore là et elle peut faire des résultats. Je laisserai simplement le soin à l'encadrement technique de faire les corrections et de vous amener aux résultats que nous espérons. Vous êtes un groupe particulier, celui des plus jeunes qui va nous représenter aux Jeux Olympiques. Donc on compte sur vous, vous avez l'expérience de vos aînés qui va vous servir parce qu'ils ont participé à des compétitions de ce niveau au plan international. Mais vous avez réussi un exploit puisque personne avant vous ne l'avait fait. Le Sénégal, c'est bien cela, est qualifié pour la première fois aux Jeux Olympiques. Vous serez, je pense d'ailleurs que grâce à vous, nous n'aurons jamais eu une délégation aussi importante sénégalaise participant aux Jeux Olympiques qu'en 2012. Donc portez haut le flambeau de votre pays, non seulement par l'exemple, par votre comportement, mais également par ce que vous ferez dans les stades. Le monde sportif est en deuil. L'entraîneur de l'équipe du Sénégal des Jeux de l'Amitié de 1963, le doyen Abdoulaye Thiam, est décédé aujourd'hui à Dakar. La levée du corps est prévue demain à l'hôpital de Fann à 9h. L'enterrement aura lieu le même jour à Saint-Louis, sa ville natale. Notre reporter Abdoulaye Fofana Seck reviendra sur l'homme et son parcours. Nos condoléances les plus émues à sa famille et au nom et au monde du football sénégalais.
Saint-Louis Jazz 2012 a été clôturé dans l'apothéose. Les groupes locaux ont rivalisé de talent sur le podium de la place Faidherbe jusqu'à l'aube. Pour leur part, les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant de la manifestation. Maman Moussagna. Le off a permis de révéler de grands talents cachés. Parmi ceux-ci, Mama Sadio, une jeune dame qui joue des variétés musicales. Je fais afro. Je suis venue ici avec un groupe de ballet, mais je suis née dans une famille artistique. Mon père, mes oncles, mes tantes et tout ça. Et c'est pour ça que je fais l'art. Khadim Tal de Saint-Louis, dans des textes tirés de Moussa Kala, a séduit le public à travers sa voix imposante. Des rappeurs ont également joué leur partition, à l'image de Ablaïba. À l'heure du bilan, les organisateurs de Saint-Louis Jazz se disent satisfaits. Donc nous osons dire Alhamdulillah Rabbil Alamina. Il y a eu juste un petit quoi qui a eu lieu, la non-venue de Manu Dibango. Et ça aussi, je pense que c'est une incompréhension, c'est un problème d'homme. Il y a des personnes qui prétendent que c'est une responsabilité de la France. Mais je dis, particulièrement, ce n'est pas la France en tant que telle, mais c'est la responsabilité d'un groupe de personnes. On peut s'attendre à beaucoup d'ouverture, surtout que le ministre, avec l'engagement qu'il a, on espère que ça va vraiment pousser le festival à son développement, à son professionnalisme. Aujourd'hui, je pense qu'on est au surnombre de 33. Et là, on continue parce que le festival appartient à toutes les bonnes personnes qui peuvent apporter quelque chose. Donc l'invite de M. Youssou N'Dour, je pense que c'est bien. Rendez-vous a été pris pour la 21e édition après un renouvellement des instances. Je le disais, le président de la République a présenté ses condoléances à la famille de feu Abdoul Aziz Ba, magistrat, ancien président du Conseil d'État. Avant son décès, il était à la tête de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. Le chef de l'État a magnifié l'œuvre de l'homme, un homme avec un sens élevé de la justice. Abdoul Aziz Ba a cultivé l'humilité et la sobriété, des vertus d'un véritable juriste. Cet après-midi également, le chef de l'État s'est rendu aux Almadies pour présenter ses condoléances à un compagnon de longue date, Elhadji Pathé Diakhaté, suite au décès de son fils Saliou Diakhaté. L'amitié sincère entre le président Macky Sall et la famille Diakhaté a été magnifiée à cette occasion. Juste après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale sur la conférence de presse du directeur général de l'ARTP. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. soxna si na def maa ngi fi soxna si loo xam si supermarché Sidi Dia sonnatuñu léegi parce que da nga daan sonn di jël ay kilomètres pour dem ci supermarché léegi loolu amatul. soxna si yan produits yi ñoo la fi gën a neex. légumes surtout seen légumes dafa frais am nañ pain am nañu fruits am nañu yëpp cornflakes bi nga xam ne moom la xale yi gën a bëgg moom la ñuy ndékki non lépp am na fi. soo ñëwee si supermarché Sidi Dia est-ce que di nga dem feneen. non dootuma demati feneen prix bu moins cher nii amul feneen nit ñi nañ ko ñëw découvrir ñu xool. su la may wax si qualité produit yi. dafay yàgg mën nga ci jënd ravitaillement boo xam ne mën nga ko jenc du périmé du def dara. merci beaucoup jërëjëf yow tamit ba beneen incha allah. Sidi Dia vous libère de la vie chère. Liberté 6, Mariste, Nord Foire, Mermoz, Point E. Le tiercé Carte Plus Quinte Plus prix de Roissy benn course de plat bu fukki fas ak juróom-benn rang si 1000 mètres la Chantilly dawal tey fas yi nii lañ yegsee 8 5 As 6 12 non partant numéro 14 rapport yi tamit fayagum na
hors de tiercé 145 000 francs désordre de tiercé 21 000 francs hors de quartier kenn na jàppul quartier bi ci ordre désordre de quartier 82 500 francs bonus 3 5 500 francs hors de quinté kenn na jàppul quinté bi ci ordre LONASE benn leen ci benn cagnotte bu toll si 9 020 000 francs fas yéene leen ko tegal ci quinté ëllëg bi désordre de quinté 209 000 francs bonus 4 6 500 francs couplet gagnant 3 000 francs couplet placé A 1 000 francs couplet placé B 6 000 francs couplet placé C 3 000 francs ëllëg si alxames gi fanweeri fan ak benn ci weeru mai Longchamp la ñu jëm mooy dawal le prix du bois de Boulogne di beneen course de plat bu fukki fas ak juróom-benn rang si 1600 mètres favori 4 3 6 15 9 outsider yi 7 13 2 surprise yi 16 10 5 bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen si seen teewlu ba ëllëg incha allah. jaaraama LONASE. Sous l'égide de Madame Maria Massar, le ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec ONU Femmes, organise du 30 mai au 8 juin une caravane de renforcement des capacités en leadership destinée aux femmes investies sur les listes électorales. Ces sessions de formation qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la parité se dérouleront dans les régions regroupées en pôles. Le 30 mai, Thiès, Diourbel. Le 31 mai, Saint-Louis, Matam, Louga. Le 2 juin, Dakar. Le 4 juin, Kaolack, Fatick, Kaffrine. Le 6 juin, Tambacounda, Kédougou, Kolda. Le 8 juin, Ziguinchor, Sédhiou. Ensemble, faisons de la parité une réalité institutionnelle. Sénégal-Libéria, le 2 juin 2012 à Léopold Sédar Senghor. Les Lions pour un ticket pour Brésil 2014. Face au Lone Star, Papi Cissé et les siens entament les éliminatoires à domicile. Bien débuté, c'est l'objectif face à une équipe qui a toujours réussi au Lion. Sénégal-Libéria, c'est le samedi 2 juin à Léopold Sédar Senghor et en direct sur la RTS 1. Équipe nationale. Équipe nationale. léegi nag anniversaire bi neex na trop duñ fi nekk di def discours. 10e anniversaire u Mangor ak groupe Tawfekh ci théâtre national Daniel Sorano lay doon. oui mbokk yi daf ko defoon fa nga xam ni moom moo di Just for You. Just for You fees del kenn xaju fa bi yoon ñu génnee ko Just for You daal di ko yóbbu fa nga xam ni moom moo di théâtre national Daniel Sorano vendredi 1er juin à partir de 21h ci présidence d'honneur parrain bi nga xam ni moom moo di monsieur le ministre de la culture et du tourisme Youssou Ndour. ah mbokk yi daaw Youssou Ndour ñëw woy ak moom. gis nga Mangor bi mani lii du fi ren Youssou Ndour da koy tàccute di ko seetaan Mame Ngor kooku mooy parrain. kan mooy sa invité d'honneur ci sa anniversaire bi mu ne Balla Gaye 2 roi des arènes. Balla Gaye 2 the king. Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye. àndandoog doomu ndeyam ñu koy wax Elton ak kan ñu ne monsieur Abdoulaye Baldé. monsieur le maire de la ville de Ziguinchor. monsieur Cheikh Amar bu DSE. monsieur Pape Diop président du Sénat. monsieur Mamadou Kora Fall conseil économique et social. monsieur Badara Mamaya Sène maire de la ville de Rufisque. monsieur Bougane Gueye Dany patron ou d'accord ak Sen TV. monsieur El Hadji Malick Gakou ministre des sports. monsieur Khalifa Sall maire de la ville de Dakar. Penda Diallo directrice alliance. Mina Ndoye madame le maire foofa ca Guédiawaye. Racine Diop di homme d'affaires artistes yéen lañ ci invité ñu ne Koumba Gawlo la voix d'or. Viviane Pape Diouf Salam Diallo Mbaye Dieye Faye Pape et Cheikh Moussa Diouf Assane Ndiaye Manel Diop Ndiolé Tall Yoro Fallou Dieng Ami Collé Dieng mbokk yi xew-xew bangok muy doon événement boo xam ne bu leen ko kenn nettali vendredi 1er juin théâtre national Daniel Sorano ki nga xam ni mbokk yi moom moo di Mame Ngor mooy def anniversaire am defoon na ko les neex entrée unique 5000 francs. Joyeux anniversaire Mame Ngor Diazaka. Joyeux anniversaire. Sous le haut patronage de Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal,
Monsieur Abdoulmey, Premier ministre, Monsieur Aboulo, ministre de la Communication et des TIC, Monsieur Babacar Diagne, directeur général de la RTS, Monsieur Racine Sy, parrain d'honneur de l'Amicale, Youssou N'Dour, ministre de la Culture et du Tourisme, Malick Gakou, ministre des Sports. La JRTS fête les 70 ans de la radio et les 40 ans de la télévision nationale. L'événement, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin, est placé sous le signe de l'hommage dû aux pionniers. Journée portes ouvertes, table ronde, récital de Coran, remise de distinction aux anciens, présentation du 20h par d'anciennes figures du petit écran sont au programme. Un gala de football dédié à Alassane Ndiaye Alou, un gala de lutte pour honorer la mémoire de Feu Moustapha Ndiaye. Cérémonie officielle le jeudi 31 mai à 17h dans les locaux de la RTS. Les festivités seront clôturées par un grand concert le samedi à partir de 18h. Le public. Les artistes sont invités à venir partager ces moments d'hommage aux anciens de la RTS. 70-40, toutes les générations de la RTS, un rendez-vous à ne pas manquer. allo sama doom. waaw yaay yónnee naa la xaalis bi ah. jërëjëf sama doom. waa gaawal jëli ko yaay. agence yi léegi ñu tëj de. waaw maa ngi dem léegi nii. tëj na soxna si tëj na. am na lu gën a yomb ci Money Express bés ni ki tey Money Express indil na leen carte bancaire Jim Money Express ngir gën leen a yombal seen yóbbante xaalis ak carte bi di nga jot ci lu gaaw si bépp yóbbante xaalis bu jaar ci Money Express nga mën ko jël bés bu ne saa su ne ci gàpp yu ñu mandargal Jim Yomowa di nga mën a yaxanal sa xaalis te it def say dépense ci magasin yi ak station essence yi te it képp ku yónnee xaalis dinañ ko may lu toll ci 10% ci bépp njëg bu ñu yónnee ci carte yi teg si di nga jot SMS bu lay xibaar ci lépp lu jëm ci yónnee bi ngir bépp leeral wooteel ci 33 869 12 13. Money Express, l'Afrique a son transfert d'argent. Bonjour à toutes. Conformément à la volonté d'un large public de savoir comment les affaires du pays sont gérées en leur nom, j'ai souhaité notre rencontre de ce jour à l'effet de vous livrer deux informations. En effet, suite à des audits internes approfondis, je suis en mesure de vous fournir des événements factuels, documentés et irréfutables qui me conduisent à certaines décisions. Une partie de ces éléments figure d'ailleurs dans le dossier de presse qui vous a été remis. Avant d'en venir à ces informations, je voudrais faire observer qu'il n'y aura dans mes propos ni jugement personnel ni connotation partisane, la qualité qui me confère le droit de m'adresser à vous m'interdisant de telles postures. Mais dans le même temps, cette qualité me fait obligation de défendre jusqu'au bout les intérêts du pays, dans toute la mesure de mes possibilités et des ressources à ma disposition. Ces préalables posés, je voudrais vous informer que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a déposé hier, mardi 29 mai 2012, une plainte contre X pour détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, complicité d'escroquerie portant sur les deniers publics et accessoirement concussion, sans préjudice d'autres délits que l'enquête pourrait révéler. Cette plainte n'est pas une surprise pour ceux qui suivent l'actualité. En effet, la RTP a récemment largement communiqué à travers la presse sur les tenants de cette affaire relative au contrat d'assistance technique pour le contrôle, la supervision du trafic international et la lutte contre la fraude. Dans l'attente de ces aboutissements, qui désormais dépendent de la seule justice de notre pays, force est de constater que cette affaire n'aurait jamais eu lieu si, à coup de décret, les plus hautes autorités d'alors n'avaient modifié les règlements en vigueur à la seule fin de permettre à des personnes connues à l'avance
de signer des marchés extrêmement avantageux pour ces dernières. Le texte le plus emblématique à cet égard est le décret numéro 2011-1944 du 8 décembre 2011. La finalité exclusive de ce décret, qui modifie le Code des marchés publics à l'effet de mettre hors de son champ d'application l'assistance pour la supervision du trafic international entrant, était de permettre à l'ARTP de contracter directement avec MTL. Pour preuve, ce décret est adopté pendant qu'était en cours une procédure régulière de passation d'un marché par appel d'offres restreint, initié par l'ARTP pour s'attacher les services d'un prestataire technique dans le contrôle des 10 appels. Dans le même sillage, le décret numéro 2012-104 du 18 janvier 2012 a procédé à une affectation des ressources financières issues de la quote-part de l'État sur les revenus des appels internationaux entrant en République du Sénégal à des cabinets d'avocats nationaux et étrangers pour les conseils d'assistance financière et juridique à l'État. À ce titre, un cabinet d'avocats bien connu de la place a reçu en l'espace de 2 mois près de 200 millions de francs CFA, sans compter la TVA.